Bonjour, bienvenue pour le cours d'algorithmique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'algorithmes pour des flux de données. Comme d'habitude, je vais utiliser quelques exemples de problèmes pour illustrer ce modèle. Comment compter des données, le nombre de données distinctes, comment vérifier le format d'un fichier XML, comment faire un recrutement immédiat. Ce qu'on appelle aussi le problème, ce qu'autrefois on appelait le problème de la secrétaire. Premier problème, comment compter des données distinctes? D'où vient ce problème? Il s'agit de faire l'étude du trafic sur un réseau. Donc, le genre de situation où ce problème survient, c'est par exemple si vous avez des personnes qui consultent un site web. La question se pose, combien y a-t-il de visiteurs uniques? Il y a des visites, puis des gens qui partent, qui reconsultent une page web une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Si vous avez créé une page web, vous pouvez vous inscrire pour avoir une analyse des statistiques des personnes qui consultent votre site web. Donc, vous pouvez voir au fil du temps les visiteurs et surtout les visites uniques, c'est-à-dire le nombre de visiteurs distincts. Alors, comment faire pour garder trace de ce nombre de visiteurs distincts? Autre contexte où la question se pose, vous avez des paquets qui passent par un nœud dans un réseau. On observe les adresses des destinations et on peut se demander combien il y a d'adresses distinctes. Alors, pourquoi se pose-t-on ces questions? En fait, ces questions surviennent en particulier pour les attaques de type déni de service. Que se passe-t-il quand on passe un coup de téléphone? Vous prenez votre téléphone, vous appelez un numéro. Quand on répond à l'autre bout, vous dites « Allô ». L'autre personne répond « Allô ». Et après, vous pouvez commencer à parler. Donc, c'est le protocole de début de communication. Maintenant, imaginez que vous appeliez un centre d'appel téléphonique. S'il y a trop d'appels, le centre d'appel est saturé. Peut-être que cela vous est arrivé de téléphoner par exemple à la SNCF et que vous ayez la réponse « Veuillez rappeler ultérieurement ». Donc voilà ce qui se passe quand un centre d'appel est saturé, il ne peut plus répondre à la demande, quand il y a plus d'appels simultanément que ce qui peut être géré. Alors, comment faire pour saturer un centre d'appel? Imaginez que vous veuillez faire ça. On se demande pourquoi, mais... Vous appelez le numéro. Un opérateur décroche et dit « Allô ?» Puis il attend la réponse. Il attend que vous disiez « Allô ?» Pendant qu'il attend, vous rappelez le même numéro avec un deuxième téléphone. Un autre opérateur décroche et dit « Allô ?» Pendant qu'il attend, vous faites un troisième appel avec un troisième téléphone. Pendant que tous les opérateurs sont occupés à attendre une réponse à leur « Allô », ils ne peuvent pas répondre à des appels légitimes. Et donc, si vous avez beaucoup de téléphones, que vous faites beaucoup d'appels en simultané, sans même engager la conversation, vous laissez l'autre attendre la réponse et vous arrivez à saturer le centre d'appel téléphonique. Donc voilà quelque chose une blague intelligente à faire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'une des façons de fonctionner des attaques de type déni de service. Il y a un site, ça ne demande pas beaucoup d'expertise, ça peut être fait même par des jeunes adolescents qui trouvent ça très drôle, qui peuvent prendre un certain nombre de points de départ de sites clients à partir desquels, sur Internet, ils envoient une requête à un serveur cible de l'attaque. Comment établit-on une communication? Par l'équivalent de « Allô, allô ». Et ainsi, en envoyant beaucoup de demandes simultanément, l'attaquant peut créer artificiellement une congestion. Le serveur va être débordé et ne pourra plus répondre aux appels légitimes. Alors, ça fait entre 15 et 20 ans que ce genre de problème se pose. Ça a commencé vers l'an 2000. Et alors, comment répondre, comment détecter ce type d'attaque? Donc, vous avez un paquet qui voyage d'un client vers un serveur.
en passant par Internet et en passant par un certain nombre de routeurs qui transmettent les paquets vers le site cible de l'attaque potentielle. L'une des idées possibles, c'est de se rendre compte de ce qui se passe en cours de route. Un routeur qui doit transmettre les paquets, au lieu de simplement faire de la transmission sans réfléchir, donc vous prenez un routeur qui, en rouge ici, qui essaie de faire la transmission. Oui. L'émetteur, l'endroit où le téléphone n'est pas identifiable en tant que numéro simplement sériel. Si, il y a un numéro d'origine et un numéro de destination. Là, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas vraiment de problème. Le numéro d'origine, en fait, il peut y avoir, si l'attaquant malfaisant prend possession d'un certain nombre de machines, il peut y avoir beaucoup de points de départ différents les uns des autres. Et du coup, on ne peut pas juste dire ils viennent tous de la même origine. Voilà, donc ce routeur peut voir toutes sortes de messages qui passent, peut voir l'origine ou les origines et pourrait détecter qu'ils vont tous vers la même destination et dans ces cas-là dire « Ah bien, là, il y a quelque chose de suspect qui se passe. Il y a plus de messages qui essaient d'atteindre la même destination qu'il n'est normal. Il se passe quelque chose de suspect. » Donc, au lieu de simplement transmettre les paquets sans les regarder, l'idée est que les routeurs surveillent le flux de données des paquets qui passent par le nœud pour essayer de détecter tous les phénomènes anormaux. Et pour cela, comment faire? Regardez la distribution des adresses de destination, d'origine et de destination. Donc on obtient une certaine distribution à partir de laquelle on peut détecter si, par exemple, il y a une destination qui est trop fréquente. Alors comment faire pour avoir cette distribution? Le problème, c'est que ces routeurs voient passer un très très gros volume de données, un flux de données énorme. Et ils doivent faire la transmission très rapidement. Et ils ont peu de mémoire à consacrer à ce genre de travail. Donc comment faire avec des données qui passent en gros volume, très vite, et avec peu de mémoire localement? Comment peut-on essayer de regarder la distribution pour détecter les anomalies? Oui. Je pense qu'il y a un principe qu'on peut essayer d'adopter, même si c'est difficile à coder en binaire, c'est de savoir ce qui est vraiment nouveau ou différent, etc. Ce qui est vraiment différent, oui. Alors pour détecter, donc il faut regarder la distribution et détecter ce qui est différent. Dès qu'il y a quelque chose de différent, il y a un drapeau jaune, un risque. Et on peut essayer d'avertir un centre. S'il y a plusieurs routeurs qui détectent des anomalies, à ce moment-là, on peut déclencher un plan catastrophe. Alors, donc ça, c'est ce genre de situation qui a conduit à définir un modèle de calcul avec flux de données. Donc, on voit passer une suite d'objets. Donc ça, là, vous avez votre routeur qui voit passer toute une suite d'objets, des adresses, des nombres, des données, des paquets qui passent vite et en grande quantité. Vous voyez que la rivière coule vite. Et le problème auquel je voudrais m'intéresser maintenant, c'est le problème d'estimation du nombre d'objets distincts. Donc, l'une des choses sur la distribution, c'est l'un des paramètres pour estimer une distribution, c'est de savoir quelle est la taille du support de la distribution. Combien d'objets distincts? Donc, si vous voyez ici A, B, C, A, D, E, F, A, C, cette suite d'objets, ben vous observez que vous avez eu 9 paquets qui sont passés, mais sur les 9 objets, il y en a 6 qui sont distincts, A, B, C, D, E, F. Alors, comment calculer ça? Vite fait. La façon naturelle de faire, c'est de stocker ces objets naïfs de faire, et puis compter, supprimer les duplicata, et puis compter. Mais il n'y a pas assez de place en mémoire pour faire ça. Donc le but, au lieu de calculer exactement le nombre d'objets distincts, c'est d'avoir une estimation
approximatives, mais qui soient calculables très rapidement et qui prennent peu de place mémoire. Donc ça, ces critères de rapidité et de peu de place, ce sont les critères du modèle de calcul avec flux de données. Pour le problème de la taille du support, du nombre d'objets distincts, la raison pour laquelle j'ai choisi ce problème comme exemple, c'est que en fait, le moment pivot sur ce problème a été au début des années 80. C'est un article de Philippe Lajolet et Nigel Martin. Donc Philippe Lajolet français. Et comment fait-il ? Imaginons que vous ayez une suite de noms qui apparaissent, qui passent. Alice Dupont, Barbara Durand, Charlotte Martin, Delphine Petit, Ève Dubois. Bon, ça, c'est l'équivalent des suites de chiffres, des adresses. Donc, vous ne pouvez pas stocker tous ces nombres, mais qu'est-ce que vous allez faire, tous ces noms ? Vous allez les remplacer pour chaque visiteur qui passe par le site web ou qui passe par le routeur. Vous associez un nombre, un entier. Vous regardez cet entier et vous comptez le nombre de zéros qu'il y a à la fin de l'entier. Donc ici, ce nombre se termine par 1, il n'y a pas de 0 à la fin. Là, il y a 2 zéros à la fin. Là, il y a 3 zéros, 1 zéro et 2 zéros. Voilà, 0, 2. Il y a une erreur là, il y a 3 à la place de 4. Oui, il y a une erreur là. Alors là, c'est erroné. C'était en fait, là, ce 1, c'est un 0 en fait. Donc 0, 2, 4, 1 et 2. Quand on regarde ça, on s'aperçoit que on a 0 est représenté, 1 aussi, 2 aussi, 4 aussi, mais 3 n'est pas représenté. Il n'y a pas de nombre avec 3 zéros à la fin. Bon, celui-ci devrait être modifié là, pour que l'exemple marche. Et donc, le premier nombre manquant dans cette suite, c'est le nombre 3. 2 puissance 3 égale 8, estimation, environ une huitaine de visiteurs uniques, à un facteur constant près. Alors, j'explique un petit peu plus en détail. Donc, ça veut dire que, imaginez que Alice Dupont visite le site web plusieurs fois. À chaque fois qu'elle visite, on regarde l'entier associé. À chaque fois, ça compte pour 0. Barbara Durand visite le site web plusieurs fois. À chaque fois, ça compte pour 2. Et ainsi de suite. Charlotte Martin visite le site web plusieurs fois. À chaque fois, ça compte pour 4. Là, maintenant, il y a 4 zéros. L'erreur a été corrigée. Donc, ce qui se passe, c'est que le nombre, l'ensemble des entiers qui sont représentés dans la colonne de droite, 0, 1, 2, 4, est indépendant des duplicata. S'il y a un visiteur qui passe plusieurs fois, vous allez voir plusieurs fois le même nombre. Donc, cet ensemble représente uniquement l'ensemble des visiteurs et indépendant des répétitions. Ça ne change rien. Alors, que peut-on dire de cet ensemble ? Imaginons qu'il y ait 16 visiteurs qui visitent le site, 7 visiteurs distincts les uns des autres. Ça fait 16 entiers. Ces 16 entiers, chacun d'eux, leur dernier chiffre, c'est un 0 ou un 1. Donc il y en aura environ la moitié qui se termine par un 1, la moitié qui se termine par 0. Donc il y aura environ la moitié des entiers qui vont contribuer 0. Ensuite, parmi les 8 entiers qui se finissent par un 0, il y en a environ 4 qui se finissent par un 0 et 4 qui se finissent par 0, 0. C'est réparti 50%, 50%. Ceux qui se finissent par 1, 0, ils vont contribuer à 1 0 à la fin. Parmi les autres, la moitié environ finissent par 1, 0, 0 et la moitié par 0, 0, 0, donc ça fait 2 et 2. Parmi les deux qui finissent par 0, 0, 0, il y en aura environ un qui finit par 1, 0, 0, 0 et environ un qui finit par 0, 0, 0, 0. Et cet unique entier qui finit par 0, 0, 0, 0, il a une chance sur 2 pour que le chiffre d'avant soit un 1 et une chance sur 2 pour que le chiffre d'avant soit un 0. Donc un cas sur 2, ça va être un 0, et un cas sur 2, ce qu'il y aura, c'est que nous aurons vu 0, 1, 2, 3, 5, et il manque le 4. Donc le trou, ce sera le 4. 2 puissance 4, c'est 16. 16, c'était le nombre de visiteurs uniques.
on a gagné. Ça a marché. Oui? Sauf si les gens qui se coalisent connaissent leur numéro eux-mêmes et trafiquent pour que ce soit avec eux. Alors oui, absolument, absolument. Si les gens font une coalition et qui disent « Bon, moi, on va s'arranger pour choisir des nombres qui vont être tous à peu près pareils, on va s'arranger pour créer un trou qui va être tout petit », du coup, problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce soit l'algorithme qui contrôle ces entiers. Donc, l'algorithme ne doit pas prendre juste comme entier la représentation en binaire du nom Alice Dupont, mais c'est à lui de calculer ces entiers. Donc, l'algorithme va calculer une fonction pour associer à chaque visiteur un entier choisi par l'algorithme. L'algorithme utilise une fonction f de Alice Dupont égale 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Donc c'est l'algorithme qui contrôle. Et l'algorithme va s'arranger pour que ces entiers soient aléatoires. Donc comme ils seront aléatoires, il y aura bien la répartition, 50-50 pour le dernier chiffre, 50-50 pour l'avant-dernier, et ainsi de suite, comme je viens de le suggérer là. Et du coup, avec des entiers aléatoires, on a la justification informelle dans ce cas que l'estimation est en gros correcte, si les choses se passent à peu près bien comme elles devraient se passer pour des entiers aléatoires. Alors ça se passe bien tant que les nombres sont suffisamment grands. Donc, à part tout à fait à la fin, quand vous n'avez plus beaucoup de paquets, ça va bien se passer conformément aux hypothèses probabilistes. Et donc ce qu'on voit, c'est que cet algorithme, il est extrêmement rapide. Tout ce qu'il faut, c'est, pour chaque paquet qui passe, calculer l'entier qui est l'image de ce paquet et regarder le nombre de zéros à la fin. Donc c'est un calcul de fonction et un calcul modulo. Très simple. Et puis, ça prend très peu de place en mémoire. Ça prend très peu de place en mémoire, à savoir, en fait, si vous avez n visiteurs distincts du site web, n adresses qui passent par le routeur, vous aurez besoin d'à peu près log n nombre ici. Logarithmique, c'est très petit par rapport au nombre de visiteurs, donc ça prend très peu de place mémoire. Alors c'est un petit peu imprécis. On peut s'arranger pour que ce soit correct en moyenne, en multipliant par un facteur C bien choisi, 0,77, c'est ce qu'ont calculé Flageolet et Martin. Mais en fait, il y a une grande variance. Donc, en fait, le nombre n'est pas très fiable, mais on peut rendre ça plus fiable en faisant des répétitions, en utilisant plusieurs fonctions, en répétant et en prenant une moyenne de valeur médiane. Donc avec ça, ça nous permet d'avoir un résultat assez fiable sur le nombre, disons à 5%, à epsilon%, le nombre de visiteurs uniques du site web. Alors, donc avec ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on peut faire une estimation avec peu de place mémoire, un calcul rapide et avec une bonne précision, donc une estimation approximative mais proche de la réalité. Du coup, ça nous donne un paramètre de la distribution, à savoir la taille du support. Alors, il y a d'autres méthodes pour avoir les autres paramètres, en fait pour avoir la moyenne, le moment d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Et une fois qu'on a tous les moments, ou qu'on a les principaux moments, on a une description concise de la distribution qui peut nous permettre de détecter les anomalies dans la distribution. Donc ce genre de choses est désormais très utilisé par Internet pour essayer de faire pour aider à la prévention de divers types de fonctionnements anormaux. Le deuxième exemple d'algorithme sur flux de données que je voudrais vous montrer, c'est un algorithme pour vérifier le format d'un fichier XML. Alors, ça c'est un problème très informatique. Bon. Donc, encore une fois, nous avons un flux de données, nous regardons un fichier qui passe et on essaie de faire un calcul avec mémoire insuffisante qui n'est pas suffisante pour stocker toutes les données.
vous avez un fichier XML. Un fichier XML, alors j'ai cherché sur Internet et j'en ai trouvé un. Voilà. Et ce que vous voulez faire, c'est ce fichier, il est gros, il est trop gros pour votre capacité, mais vous voudriez quand même vérifier qu'il est bien écrit, qu'il est correctement écrit. Alors, correctement écrit, il doit satisfaire à plusieurs règles. L'une des règles, en particulier, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un tag, une étiquette, à chaque fois qu'il y a une étiquette, une balise, à chaque fois qu'il y a une balise, il faut qu'il y ait la balise correspondante pour terminer cette partie du code. Donc, par exemple, la balise tête ici, il faut qu'il y ait la balise fin de tête correspondante. Donc ça, ce sera la tête du texte. Donc ça, c'est l'une des conditions du fichier XML, mais il y a un certain nombre de critères, de règles pour qu'un fichier soit correctement écrit. Ce que vous souhaitez faire, c'est vérifier que toutes ces règles sont satisfaites, mais alors même que vous n'avez pas la place de stocker le fichier en mémoire. Vous voulez juste le lire, et en même temps que vous êtes en train de le lire, vérifier au fur et à mesure qu'il est correctement écrit. Alors ces balises, on peut voir ça comme un système de parenthèses. La balise tête doit avoir une balise correspondante slash tête. Donc il y a une balise ouvrante et une balise fermante. Et puis vous avez plusieurs types de balises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une abstraction du problème. Et puis pour aujourd'hui, je vais en regarder juste un cas particulier. Donc supposons qu'il y ait deux types de balises. Deux types de balises, donc les balises c'est comme des parenthèses. Donc vous allez supposer qu'il y a des parenthèses et des crochets. Et voici mon fichier HTML, version abstraite. Parenthèse, crochet, crochet, parenthèse, parenthèse, crochet, puis la même chose avec des balises fermantes. Crochet fermant, parenthèse fermante, crochet fermant, parenthèse fermante. Ce fichier est-il correctement écrit? Est-ce que cette suite de parenthèses est bien formée? Oui. Non. Pourquoi pas? Pourquoi ce n'est pas bien formé ici? Attendez. Voilà, la troisième balise, c'est une parenthèse ouvrante, alors que quand on ferme, la troisième à partir de la fin, c'est un crochet fermant. Donc il y a une anomalie, c'est incorrect parce que la parenthèse correspond à un crochet alors qu'elle devrait correspondre à une parenthèse. Donc là, il y a une erreur d'écriture, puis il y a une deuxième erreur ici, ce crochet qui correspond à une parenthèse. Donc vous avez ici, vous avez un texte qui est mal écrit. Vous avez une suite de parenthèses et crochets qui est incorrecte. Question, comment faire pour tester cela? Comment peut-on, étant donné une suite de parenthèses et de crochets, voir si c'est bien formé? Donc ça, c'est un problème théorique. Donc je suis partie du problème de fichier XML et je tombe sur un problème de théorie des langages. Ce problème, il est facile dans les modèles classiques de calcul, parce que vous regardez la suite de toutes les parenthèses et crochets ouvrantes, la partie ouverture de votre suite de parenthèses. Vous allez tous les empiler les uns au-dessus des autres. Et puis après, quand il y a des parenthèses et crochets fermants, vous les dépilez un par un et vous vérifiez à chaque fois que la forme correspond. Car un crochet ouvrant correspond à un crochet fermant et qu'à une parenthèse ouvrante correspond à une parenthèse fermante. Donc si vous regardez un par un en dépilant les symboles un par un, vous pouvez vérifier que tout correspond, que ça a la même longueur et que chaque crochet, pour chaque crochet, il y a un crochet, pour chaque parenthèse, il y a une parenthèse. Mais ceci exige, cette méthode très simple, exige d'empiler tous les symboles, toute la première moitié des symboles, tous les symboles ouvrants. Donc ça exige d'avoir une taille mémoire qui est à peu près comme la longueur de la suite, la taille de la suite. Donc ça, c'est beaucoup trop dans le cadre des flux de données. On n'a pas de mémoire suffisante pour stocker toute l'entrée. Alors comment faire ça?
Comment faire ça avec moins de mémoire? Donc vous regardez votre mot qui passe devant vous et vous devez essayer de décider s'il est bien formé ou pas, mais vous ne pouvez pas le mémoriser. Ça peut sembler impossible. Ça peut sembler impossible. On peut se dire, on a besoin de tout savoir, de tout stocker. Alors c'est là que les probabilités viennent à la rescousse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, au lieu de stocker en mémoire tous les symboles, vous allez en stocker quelques-uns. Disons, par exemple, le 9e, le 13e, le 19e. Donc vous empilez, vous dites, ah, le 9e, je prends ça au hasard, c'est un crochet. Le 13e, c'est un crochet ouvrant. Le 19e, c'est une parenthèse ouvrante. Après, quand vous regardez la partie où on a les symboles, les balises qui terminent, les balises fermantes, vous regardez, vous vérifiez que le 19e à partir de la fin correspond bien à cette parenthèse, le 13e à partir de la fin correspond bien à ce crochet, et ainsi de suite. Vous savez quelle est la longueur totale parce que vous savez quel est le nombre total de symboles ouvrants qui doit être égal au nombre total de symboles fermants. Donc vous savez ce qui doit correspondre à quoi. Donc avec cette méthode, vous pouvez effectivement, si le mot est bien formé, vous regardez juste la partie rouge du mot, c'est un sous-mot qui est également bien formé. Donc vous allez dire, c'est correct. Mais imaginez qu'il y ait une erreur quelque part. Imaginez qu'il y ait juste une erreur, un symbole qui soit faux. Vous risquez de ne pas le voir. Vous n'allez le voir que si, vous n'allez vous rendre compte qu'il y a une erreur que s'il fait partie des symboles sélectionnés. Or, vous avez peu de mémoire, donc vous avez peu de place, vous ne pouvez stocker en mémoire qu'un petit nombre des symboles. Donc pas suffisamment, vous aurez peu de chance, s'il y a une seule erreur, de la détecter. Oui ? Sauf si vous lisez simultanément le mot en verlan. Et oui, mais on ne peut pas lire le mot en verlan parce que, alors oui, effectivement, il y a des modèles où on peut dire ce mot, on peut le lire dans un sens, on peut le lire dans l'autre. Si on a le droit de le lire plusieurs fois, de le lire dans un sens et dans l'autre, à ce moment-là, vous pouvez comparer les deux parties. Mais si ce mot, il vous arrive de l'extérieur, il se contente de passer, vous le regardez et... c'est le problème, oui, du fait que vous avez un flux, vous regardez vos données et le flux, vous ne le contrôlez pas. Vous ne pouvez pas modifier le flux. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler à partir du flux. Mais pas, vous n'avez aucun contrôle sur le flux. Oui ? On dirait que dans votre modèle, vous n'autorisez pas un mot comme parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, crochet ouvrant, crochet fermant. Je répète les questions, sinon ça ne passe pas à la vidéo. C'est pas très bien d'avoir des questions en ligne. La question est, on dirait qu'on n'autorise pas les mots du style crochet ouvrant, crochet fermant, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. C'est vrai, ici, je regarde juste le cas particulier où vous avez uniquement des symboles ouvrants, crochet ou parenthèse ouvrante, suivis par uniquement des parenthèses ou crochets fermants. En fait, la méthode se généralise pour le cas général, mais l'idée intéressante que je vais faire passer aujourd'hui, elle survient déjà dans ce cas simple. Donc j'étudie uniquement ce cas particulier pour tout de suite, pour faire passer la technique utilisée. Et voici la solution. Une solution économe et fiable. À chaque parenthèse ouvrante, parenthèse ou crochet, on associe une hauteur. Donc voici un mot de longueur 50, donc 25 symboles ouvrants, puis 25 symboles fermants. Les symboles ouvrants, on les numérote, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 25, qui représentent la profondeur, la taille de la pile si on les empilait. On ne va pas les empiler, mais on va quand même mémoriser, regarder leur hauteur. Ça, on peut le faire au fur et à mesure. Et puis, les 25 parenthèses fermantes, ça correspond à dépiler. Donc la hauteur, c'est 25, 24, 23, jusqu'à 1, puis 0 à la fin. Donc on regarde la profondeur d'empilement des parenthèses. Donc ça augmente quand on ouvre et ça diminue quand on ferme. Donc ça, on peut le calculer au fur et à mesure qu'on regarde le flux. Ensuite, on va choisir un nombre premier, P.
qui vaut à peu près, disons, 10 fois n. Alors 10 fois n, vous allez me dire, ce n'est pas premier, mais à peu près. Donc disons entre 10 fois n et 20 fois n. Donc il y a quelque part, il y a un nombre premier quelque part dans cet intervalle. Donc on le prend. On va associer un nombre modulo p à chacun de ces symboles. À chaque fois que vous lisez une parenthèse ouvrante qui est à hauteur h, vous lui associez la valeur 3 puissance h modulo p. Donc cette parenthèse ouvrante qui est à hauteur 5, 3 puissance 5 modulo p. À chaque fois que vous voyez une parenthèse fermante à hauteur h, vous lui associez la valeur moins 3 puissance h modulo p. Par exemple, quand vous lisez cette parenthèse fermante qui est à hauteur 5, vous lui associez la valeur moins 3 puissance 5 modulo p. Puis les crochets ouvrants, 0, les crochets fermants, 0. Et on fait la somme. Donc, au fur et à mesure que vous lisez ce mot, cette suite de parenthèses, vous calculez la hauteur au fur et à mesure. À chaque fois, la hauteur du symbole suivant, c'est la hauteur du symbole précédent, éventuellement plus 1 ou moins 1. Vous ajoutez la valeur plus ou moins 3 puissance h modulo p, ou 0, et ça vous donne, à la fin, une somme, qui est cette somme, 3 puissance 1 pour la parenthèse en position 1, plus 3 puissance 4, plus 3 puissance 5, etc., la somme de toutes les parenthèses ouvrantes, moins 3 puissance 23, moins 3 puissance 22, etc., moins 3. Et à la fin, vous tombez sur quoi? Vous tombez sur 0. Pourquoi vous tombez sur 0? Parce que cette suite de parenthèses est bien fermée, est bien formée. À la parenthèse ouvrante, hauteur 5, si vous regardez ce qui correspond en fermant à la hauteur 5, vous avez également une parenthèse. Donc à ce plus 3 puissance 5 correspond à moins 3 puissance 5, ça va s'annuler. Plus 3 puissance 5, moins 3 puissance 5. Et puis à chaque 0 correspond à 0. Donc lorsque vous faites la somme de tous ces termes, la somme vaut 0. Donc, et puis qu'est-ce qui se passe si la suite n'est pas bien formée? Imaginez par exemple qu'en position 5, au lieu que ce soit une parenthèse ouvrante, ce soit un crochet ouvrant. Et qu'en position 13, au lieu que ce soit un crochet ouvrant, ce sera une parenthèse ouvrante. Et puis ce qui est fermant, il n'y a rien de changé. Que va-t-il se passer? Lorsque vous faites la somme, lorsque vous calculez la somme de tout, ici, à la hauteur 5, vous allez avoir 0. À la hauteur 13, plus 3 puissance 13. Ensuite, quand vous descendez à la hauteur 13, moins 0. À la hauteur 5, moins 3 puissance 5. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on fait la somme de tout, tout le reste va s'annuler, mais il va rester 3 puissance 13, moins 3 puissance 5. Et vous dites, est-ce que c'est égal à 0 modulo p? Ben non, en général non. 3 puissance 13 moins 3 puissance 5, ça ne fait pas 0. Et donc, si la suite de parenthèses est mal formée, le résultat ne sera pas égal à 0. Il ne sera pas égal à 0, sauf si on n'a pas de chance. Il ne sera pas égal à 0 en général, parce que 3 puissance 13 moins 3 puissance 5, en général, ce n'est pas égal à 0 modulo p. Alors, on pourrait mal tomber. Il se pourrait que ces nombres 13, 5, p se trouvent être configurés pour que ça tombe pile sur 0 par malchance. Comment on va éviter ça? Avec l'usage des probabilités. Au lieu de choisir le nombre 3, vous allez prendre une variable aléatoire, une variable x choisie au hasard entre 0 et p-1. Donc l'algorithme, du coup, va vous donner une somme qui sera, ici ce sera x puissance 13 moins x puissance 5. Pour chaque x entre 0 et p-1, pour chaque possibilité d'exécution de l'algorithme, vous allez avoir la valeur de x puissance 13 moins x puissance 5. C'est-à-dire, vous aurez la valeur d'un polynôme en x. À cette suite de parenthèses, on associe le polynôme x puissance 13 moins x puissance 5, modulo p, donc dans fp. Et ensuite, que fait cet algorithme? Il calcule la valeur de ce polynôme, x puissance 13 moins x puissance 5, q de x égale x puissance 13 moins x puissance 5, et il regarde si elle est égale à 0.
pour un x aléatoire entre 0 et p-1. Or, ce polynôme, que peut-on en dire? Pour une suite de parenthèses générales, ça va être un polynôme plus ou moins général. Enfin, avec des coefficients 0 ou 1, ça va être une somme des x puissance des choses entre eux. Alors, quel est le degré de ce polynôme? Si votre mot a longueur n, le degré, c'est O plus n. Donc, vous avez un polynôme de degré O plus n. Si la suite de parenthèses est bien formée, ce polynôme, c'est toujours 0. 0, ça vous donnera 0. Si la suite de parenthèses est mal formée, ce polynôme, ce n'est pas le polynôme nul. C'est un polynôme non nul de degré O plus n. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'un polynôme de degré O plus n, il a O plus n racines. Il a O plus n valeur x, telle que q de x égale 0. Et on est on a combien de possibilités? On en a de 0 à p-1. On en a 10 fois n. Vous avez 10 fois n valeurs possibles pour p, enfin pour le 3, là, pour x, je veux dire. Vous avez, vous avez 10 fois n valeurs possibles pour le choix de x, et parmi ces 10 fois n valeurs, vous en avez O plus n qui donne 0. Donc ça veut dire que lorsque vous en choisissez une au hasard, si vous choisissez x au hasard, vous n'allez tomber sur l'une des racines qu'avec proba 1/10. Donc ça veut dire que si x est choisi au hasard, la proba que par accident vous tombiez sur 0, ça va être proba 1/10. Donc ça veut dire qu'avec proba 9/10, vous regardez q de x et ce n'est pas 0. Vous faites le calcul et vous dites, ah, à la fin, je n'ai pas 0. Si je n'ai pas 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, mes parenthèses sont mal formées. Ma suite de parenthèses est mal formée. Et donc voilà l'algorithme final dans le modèle des flux de données. On choisit un nombre premier P qui vaut environ 10n, donc suffisamment grand, on va avoir une borne supérieure sur la longueur de la suite de parenthèses. On choisit un nombre x au hasard, entre 0 et p-1. À chaque parenthèse qui passe devant nous, on associe une hauteur. On la calcule, 0, 1, 2, 3, ça augmente pour chaque parenthèse ouvrante, ça diminue pour chaque parenthèse fermante. Donc, parenthèse ouvrante, la hauteur augmente de 1. Parenthèse fermante, on diminue la hauteur de 1. On calcule cela en temps réel, à chaque fois qu'il y a un symbole qui passe devant nous, au fur et à mesure qu'on lit le mot. Et puis, à chaque fois, donc, on a la hauteur, on calcule x puissance h modulo p ou moins x puissance h modulo p si c'est une parenthèse ouvrante ou fermante, 0 si c'est un crochet ouvrant ou fermant, et on l'ajoute à notre somme, la somme courante. Donc on fait la somme, cette somme, on la calcule en temps réel, à chaque fois, on ajoute une valeur, ou on retranche une valeur. À la fin, si cette somme ne vaut pas 0, si elle est différente de 0, on dit « Ah, là, je vous garantis que vous avez une erreur quelque part. » Je ne peux pas vous dire où elle est, mais dans votre fichier HTML, il y a une erreur. Ça ne marche pas. Si elle vaut 0, vous dites « Ah là, je ne suis pas sûr à 100%, mais je suis sûr à 90%. » Je peux vous dire que probablement que votre fichier il est correct. Probablement que la règle est respectée. À chaque balise ouvrante, il y a une balise fermante correspondante et ça correspond bien. Alors, ce qu'on voit là, c'est que même si on n'a pas de place pour stocker les données, on peut quand même faire des calculs. Alors, des calculs qui, si on voulait avoir des calculs exacts, il serait nécessaire de tout stocker. Mais comme on se contente de faire un calcul estimé avec une petite probabilité d'erreur, il est possible de le faire avec très peu de mémoire. Donc ça, c'est un exemple qui montre la puissance des techniques probabilistes et ça montre aussi l'utilité de traduire votre problème combinatoire de langage formel dans le monde algébrique pour pouvoir utiliser des théorèmes de mathématiques, de théorie des nombres élémentaires dans ce cas. Alors pour reprendre la question de tout à l'heure, que se passe-t-il pour des fichiers XML plus généraux? Eh bien, on peut
réutiliser l'idée de cet algorithme, donc utiliser ces fonctions ces hauteurs et puis les fonctions modulo P, mais en plus, il faut des idées supplémentaires pour couper le mot en petits morceaux et pour raccrocher les morceaux et essayer d'avoir une représentation plus succincte du mot. Et en fait, ici, si vous avez un mot de longueur n, on a pu faire un calcul avec mémoire seulement log n, mais si vous avez un mot général, l'algorithme qui est connu utilise mémoire grosso modo racine de n, et en fait, c'est optimal. Donc, en utilisant ce genre de méthode, dans le modèle de flux de données, on peut utiliser, au lieu d'une mémoire n, mémoire racine de n, à des logarithmes près, et c'est le mieux qu'on puisse faire dans le modèle des flux de données. Le troisième exemple que je voudrais vous proposer aujourd'hui comme algorithme lorsque les données ne sont pas accessibles immédiatement entièrement, c'est le problème du recrutement. Comment faire un recrutement immédiat? Donc là, si vous étiez perdu, vous pouvez revenir me rejoindre. On recommence à zéro. Voilà des candidats à un poste. Ils font la queue. Ils passent un par un. Là, c'était, alors d'après ce que j'ai vu, là, c'était des candidats pour Amazon. Non, Facebook. Ah oui, Amazon. On dirait que je fais de la pub. J'aurais dû effacer ce bout de l'image. Alors, je vais vite passer. Hop. Voilà. Donc, ces candidats, ils font la queue pour être recrutés. Et on se place dans le cadre où il y a un recrutement en ligne immédiat. Donc, vous avez, disons, une centaine de candidats. Ils viennent et il y a des entrevues. On regarde les candidats un par un. Donc, on a une entrevue. Et après l'entrevue, il faut décider. Il faut décider, est-ce qu'on va le recruter ou pas? Donc, vous avez un poste, 100 candidats, une suite de candidats qui viennent. Chaque candidat, vous faites une entrevue, et puis à la fin, vous décidez, ou bien vous décidez, oui, je vous fais une offre, et vous prenez le poste, ou bien on dit, non, désolé, c'est raté, et le candidat s'en va. Et dans ces cas-là, dans le cas où on dit non, on peut passer au candidat suivant. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. D'habitude, on fait d'abord tous les entretiens, puis après on réfléchit, et puis on décide à qui on veut prendre, le meilleur de tous les candidats qu'on a vus. Mais ça, c'est peut-être vrai dans certains contextes de candidature, mais il y a plein de contextes où ce n'est pas comme ça que ça se passe. Par exemple, si vous voulez vendre votre appartement. Est-ce qu'il y a ça? Non. Si vous voulez vendre votre appartement, vous mettez une annonce, puis il y a quelqu'un qui vient voir l'appartement et puis qui vous fait une offre. Et vous devez décider, est-ce que je la prends ou pas? Si vous dites non, bon, vous pouvez attendre l'offre suivante, mais si vous dites oui, c'est fini. Et si vous dites oui, vous ne savez pas ce que vous avez raté en n'ayant pas la patience d'attendre la future offre qui sera d'une valeur bien supérieure. Donc la question, c'est comment faire pour accepter, pour choisir l'offre la meilleure possible, mais sans connaître l'avenir et en devant se décider tout de suite. Donc le but, c'est idéalement, dans le cadre du recrutement, c'est de recruter le meilleur candidat possible. Dans le cadre d'une vente d'appartement, c'est vendre le plus cher possible. Mais la difficulté ici, c'est qu'il est impossible d'attendre. Donc on voit les candidats un par un, on reçoit les offres une par une, et on doit décider à cet instant-là si on fait l'offre au candidat ou pas, sans connaître les futurs candidats. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde, quand il y a un candidat qui se présente? Quelles informations nous sont données par l'entrevue? On discute avec le candidat, on regarde son CV, et disons que ça nous donne une information idéale qu'on saura exactement déterminer à ce stade si ce candidat est le meilleur candidat qu'on ait vu jusqu'à présent. Et même, on va pouvoir décider comment ce candidat se situe par rapport à l'ensemble des candidats vus jusqu'à présent.
Donc supposons que cette entrevue nous donne une information maximale, c'est-à-dire que quand on voit un candidat, on connaît le classement de ce candidat relativement à tous ceux qu'on a déjà vus. Mais on ne connaît rien de l'avenir. L'avenir, c'est l'inconnu. Alors que se passe-t-il? Le premier candidat, le premier entretien, aucune information. Le deuxième entretien, on saura si le deuxième candidat est meilleur ou pire que le premier candidat. Le troisième entretien, on saura si ce troisième candidat est classé 1, 2 ou 3 par rapport aux deux précédents, et ainsi de suite. Donc ça, c'est représenté ici. Premier candidat. Le deuxième candidat va se classer en 1, meilleur que le candidat bleu. Le candidat vert arrive, il est le deuxième meilleur parmi rouge, vert et bleu. Le candidat jaune arrive, c'est le meilleur des 4 candidats vus jusqu'à présent, et ainsi de suite. Donc voilà le genre d'information qu'on a au fil du temps. Et puis à un moment, on s'arrête, on voit un candidat, on s'arrête, on dit « ça c'est le bon, celui-là je le prends ». Alors, si l'algorithme recrute le premier candidat, ce n'est pas une bonne idée de recruter le tout premier candidat, parce que ça pourrait être le pire de tous. Mais s'il ne recrute pas le premier candidat, ce n'est pas une bonne idée non plus, parce que ça pourrait être le meilleur de tous. Si ça se trouve, on laisse passer sa chance. Et dans ces cas-là, si on recrute le deuxième candidat, ce n'est pas une bonne idée, parce que ça pourrait être le pire de tous. Et si on ne le recrute pas, ce n'est pas une bonne idée, parce que si ça se trouve, ça pourrait être le deuxième meilleur. Donc en fait, sans information sur l'avenir, on n'a aucune chance d'arriver à faire un bon recrutement. Quelle que soit notre stratégie, on a peu de chances de se retrouver avec le meilleur candidat. Aucune chance si on adopte une stratégie déterministe et grosso modo 1 sur n avec n candidats si on essaie d'utiliser les probabilités. Alors que faire? C'est un problème qui existe, qui survient dans le monde réel, mais où on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Il faut rajouter des hypothèses. Il faut rajouter des hypothèses parce que là, c'est vraiment ce genre de scénario qu'on a en tête, c'est des scénarios qui sont peu probables. Qu'est-ce que ça veut dire peu probable? Ça veut dire qu'on a une distribution sous-jacente. Et quelle est la distribution qui est naturelle à analyser? C'est si on est dans un état stable pour les prix du marché immobilier ou les demandes sur le marché du travail. Et dans ces cas-là, on va supposer que tous les candidats ils sont tirés de la même distribution. Autrement dit, ces candidats, quand ils arrivent dans un ordre aléatoire. Donc l'hypothèse supplémentaire qu'on va faire, une hypothèse probabiliste, on va supposer que ces candidats arrivent dans un ordre aléatoire. Et dans ces cas-là, il y a un bon algorithme pour recruter le meilleur candidat possible. Cet algorithme, je vais l'appeler réflexion-action. Réflexion-action. Donc supposons qu'on connaisse le nombre n de candidats. On aura 2 phases, une phase de réflexion, une phase d'action. On calcule k égale n sur e. E, c'est l'inverse du log. Voilà, 2,7. 2,7, 2,8. Donc, on choisit, donc on prend la première phase, c'est quand on va regarder les cas premiers candidats. Donc, vous avez la personne qui mène les entretiens, les cas premiers candidats, réflexion. On les observe et on ne fait rien. On dit à tous ces candidats, indépendamment de leur qualité, on dit « désolé, on ne veut pas de vous ». Une fois qu'on a vu ces cas premiers candidats, on s'arrête, on se dit « voyons, quel était le meilleur candidat que j'ai vu parmi ceux-là » C'était, disons, le bleu moyen, là, celui qui était arrivé le 3e jour. Et on va dire « eh bien maintenant, ça c'est mon seuil, c'est mon seuil de qualité. » Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde la suite des autres candidats, et dès que je tombe sur un candidat qui est meilleur que celui-là, je vais lui faire une offre, je vais le recruter, et c'est mon recrutement final. Donc, les cas premiers candidats, on les interviewe sans leur faire d'offre, réflexion, et ensuite, on fait une offre au premier candidat qui arrive et qui est meilleur que les cas premiers qu'on a vus. Donc, par exemple, ici, si vous avez ces 3 candidates qui sont toutes meilleures que les cas premières, eh bien, vous allez recruter la vert pâle, là. Donc ça, c'est l'algorithme.
C'est tout bête. L'analyse. L'analyse, vous voyez, il y a une petite marque de fin de calcul là. L'analyse, elle est entièrement là-dessus. Donc je vais prendre 2 minutes et essayer de la faire. Pour faire la preuve que quoi? La preuve qu'avec cet algorithme, la probabilité que la candidate que vous recrutez soit la meilleure de tous les candidats, soit non pas numéro 2, numéro 3, numéro 4, mais ce soit vraiment la numéro 1, cette probabilité vaut environ 37%. Avec cet algorithme, vous avez proba 37% de recruter la meilleure de toutes. Et c'est optimal, c'est le mieux possible. Alors pourquoi ça? Donc vous avez cette suite de candidats qui arrivent. On va supposer ici que K c'est 3. Donc la meilleure candidate, la candidate numéro 1, la voici, c'est la candidate rouge, c'est celle qu'on aurait voulu recruter. Dans l'exemple de cette suite, donc vous allez voir ces candidates, la 6e meilleure, 7e meilleure et 4e meilleure. Parmi celles-là, la meilleure, c'est celle qui a le classement 4. Et vous allez dire, bon, je vais recruter la première candidate qui est mieux que ça. Donc vous regardez, la suivante, c'est la pire de toutes, puis la 5e, puis la 3e, vous allez lui faire une offre. Donc dans le cas de cette exécution, on a fait une erreur, on aurait dû attendre un peu plus pour recruter la numéro 1, mais ce que je vais démontrer, c'est que ce genre de cas de figure où on fait une erreur approba seulement 63%. Pourquoi? La meilleure candidate, celle qu'on voudrait recruter, où se trouve-t-elle? Comme il y a un ordre aléatoire, elle peut se trouver, ça peut être la première qui arrive, ou la deuxième, ou la troisième, ou la énième. Elle est en position J avec proba 1 sur n, distribution uniforme. Sachant qu'elle est en position J, quand est-ce que vous allez la recruter? Vous allez la recruter, il faut déjà que J soit supérieur à K. Si elle est parmi les 3 premières, c'est raté. Mais si elle est au-delà des 3 premières, quand est-ce que vous allez la recruter? Vous allez la recruter si et seulement si si vous regardez la meilleure des candidates de 1 à J-1, cette meilleure, elle est parmi les 3 premiers. Donc ici, la meilleure des candidates 1 à J-1, donc on a les candidates classées à 3, 4, 5, 6, 7, 9. La meilleure, c'est la candidate numéro 3. Si la candidate numéro 3 avait été dans le bloc vert, ça aurait marché. Donc l'algorithme vous donne la bonne réponse si et seulement si la meilleure des premières J-1 se trouve parmi les K premières. Proba K sur J-1 pour un ordre aléatoire. Et donc, la proba que la meilleure soit recrutée, c'est juste une somme de produits qui vous fait, par un petit calcul, à peu près 1 sur E, et donc ça fait 37%. Donc c'est le mieux qu'on puisse faire. Alors cet algorithme, il est intéressant parce qu'en fait, il peut se généraliser lorsque vous faites des recrutements de plus d'une personne. Si vous voulez recruter 3 personnes, par exemple, vous voulez recruter une équipe de 3 personnes, et à chaque ensemble de 3 personnes, vous avez une certaine valeur, et vous supposez que vous pouvez calculer la valeur d'une équipe. Par exemple, vous voulez couvrir le maximum de compétences sur les 3 personnes que vous recrutez. Et si on suppose qu'on a une propriété de sous-modularité, c'est-à-dire que plus on a déjà recruté de monde, moins le recrutement d'une nouvelle personne vous apporte de valeur ajoutée, alors eh bien, vous pouvez généraliser le même algorithme en partitionnant tout simplement la suite des candidates en 3 paquets et en recrutant une personne dans le premier paquet par l'algorithme que je viens de donner, une personne dans le deuxième paquet par l'algorithme que je viens de donner où on regarde la valeur ajoutée de la deuxième, ce qu'elle ajoute à l'équipe par rapport à la première déjà choisie, et puis dans le troisième paquet, le même algorithme où on regarde la valeur ajoutée par rapport aux 2 personnes déjà choisies. Et ça vous permet d'avoir une proba constante, d'avoir quelque chose qui est proche de la meilleure équipe possible. Alors, quelles sont les différences entre ces 2 modèles? Dans les 2 cas, flux de données modèle en ligne pour ce recrutement, vous avez des données qui arrivent une par une au fil du temps. Et vous ne pouvez pas contrôler cette suite de données qui arrivent.
Mais dans un cas, flux de données, vous avez une mémoire limitée et un temps de calcul limité. Mais vous pouvez faire des intermédiaires où vous faites un calcul arbitraire et vous devez juste calculer un résultat à la fin. Dans le modèle en ligne, il n'y a pas de problème de mémoire, il n'y a pas de problème de temps de calcul. La seule difficulté, c'est que vous ne connaissez pas l'avenir. Donc c'est vraiment le problème de l'incertitude sur l'avenir. Et à chaque instant, vous devez prendre une décision, faire une offre ou pas, qui est irrévocable. Et le résultat à la fin, ce sera l'accumulation des décisions intermédiaires. Donc, du coup, le résultat, au lieu d'être calculé à la fin, doit être calculé à chaque instant de façon irrévocable. Alors, exemple d'application, quand vous avez une recherche dans un moteur de recherche, choisir quelle publicité afficher. Vous faites votre choix, ce choix est irrévocable. Vous ne pouvez pas 10 minutes plus tard dire « Ah, j'aurais dû afficher autre chose ». Répondre à une offre d'achat ou de vente. Choisir un itinéraire. Vous êtes en voiture, vous arrivez à une intersection, vous devez aller à gauche ou à droite, le choix est à faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et après, ça fait votre trajet. Donc, dans les deux cas, et dans le cas des flux de données, c'est plus des questions plus de maintenir une liste de bons itinéraires, par exemple, avec une suite de trafic, une surveillance, se passe-t-il quelque chose d'anormal. Mais dans les deux cas, ce qu'ils ont en commun, c'est que les données arrivent au fil du temps et qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc, c'est vraiment essayer de gérer l'incertitude sur l'avenir des données. En conclusion, ces modèles d'accès aux données se sont beaucoup développés depuis le début du XXIe siècle parce que le monde est très dynamique et éphémère. Les choses apparaissent, disparaissent. Les données, que ce soit sur Twitter, dans le réseau, où que ce soit, les informations. Et on se contente de faire des estimations approchées. Et donc, ce qu'on voit, c'est que là, dans ce genre de modèles qui deviennent beaucoup plus présents en informatique, vous avez une omniprésence des probabilités. Probabilité dans les techniques de conception des algorithmes, probabilité par des hypothèses stochastiques et dans les techniques d'analyse. Voilà. Je vous remercie.